Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission, semi-quotidienne, directe, votre fenêtre sur les grands événements qui touchent, que ce soit la scène politique, économique, ou même la scène du tourisme ici en Égypte, durant les derniers jours, ou même durant chaque jour. Justement, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite commencer par les activités présidentielles. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré aujourd'hui que l'Égypte tient à coopérer avec les compagnies internationales en tant que partenaire dans le développement du pays. Le chef de l'État a affirmé que la consolidation des investissements du groupe international Vodafone en Égypte intervenait à la lumière de l'expérience de cette dernière dans le domaine de la communication et la transformation numérique que l'Égypte œuvrait à pratiquer dans la gestion de nouvelles villes. Ces déclarations ont été faites lors de la rencontre entre le président Sisi avec le directeur exécutif de la compagnie internationale Vodafone Neck Ride. Ce dernier a souligné que l'Égypte témoigne d'une opération de développement global et des méga-projets qui reflètent la confiance des investisseurs dans l'économie égyptienne, notamment la gestion de la crise du coronavirus. Bien sûr, au cours de cette édition, nous allons, je peux dire, nous allons essayer de lire les grands messages lancés par l'État égyptien à plusieurs niveaux. Au niveau politique, au niveau sanitaire, au niveau régional et international. Mais tout de suite, je dois vous présenter en fait un petit aperçu sur les activités présidentielles, les activités déployées par le président Abdel Fattah el-Sisi durant les derniers jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue une visite d'inspection à l'académie militaire. Lors de cette visite, le chef de l'État était accompagné du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, et du chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Mohamed Farid. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le vice-premier ministre et ministre de la planification irakienne, Dr Khaled Batal, à la tête d'une délégation ministérielle irakienne de haut niveau et en présence de plusieurs ministres et responsables égyptiens homologues de la délégation ministérielle irakienne. Le président el-Sisi a dirigé de commencer immédiatement les étapes exécutives pour la création des laboratoires d'examen centraux au port égyptien. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République de Mauritanie. Le président el-Sisi ordonne le lancement immédiat de la construction de 3300 nouveaux logements supplémentaires dans le cadre du projet national Un logement pour tous les Égyptiens et l'extension de la série des communautés résidentielles Notre Peuple dans la zone de l'accès du général Orawi. Le président el-Sisi enjoint de développer le mécanisme de certains secteurs industriels pour faire face aux défis qu'affrontent ces secteurs comme le secteur sidérurgique, le secteur cimentier et le secteur de céramique. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit au palais de l'Ittihadiyya le prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le président el-Sisi fait ses adieux à l'honorable invité de l'Égypte, le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, après une visite qui a été témoin d'une coordination continue, de consultations intenses et d'un échange de vues sur des questions communes. Le chef de l'État a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de la France pour limiter la propagation du virus, soulignant la nécessité pour la communauté internationale de s'unir pour lutter contre cette épidémie. Le chef de l'État a prié Dieu de protéger tous les peuples du monde. Le président el-Sisi inspecte la périphérique centrale de la route la plus large au Moyen-Orient.
En fait, le Parlement égyptien rejette la résolution européenne qui exprime des objectifs politisés, une approche déséquilibrée. Avec plus de précision, le Parlement égyptien, dirigé par Dr Ali Abdelal, le président du Parlement, suivi avec une grande insatisfaction les sentences inscrites dans la résolution du Parlement européen concernant la situation des droits de l'homme en Égypte et qui comportait de nombreuses erreurs tout à fait contraires à la réalité à l'intérieur de l'Égypte, considérant que la décision du Parlement européen inacceptable et inappropriée pour le partenariat stratégique égypto-européen et de souligner que le Parlement égyptien a rejeté la décision du Parlement européen dans son intégralité en détail, la décrivant comme une expression des objectifs politisés, une approche déséquilibrée. Dans sa déclaration, le Parlement égyptien a appelé le Parlement européen à ne pas s'autoproclamer comme le gardien de l'Égypte, à s'éloigner même de la politisation des questions de droits de l'homme pour des fins politiques ou électorales, en les appelant à considérer objectivement la réalité des affaires en Égypte, à s'écarter de la politique de deux poids, deux mesures. Le Parlement président et membre a fait part de son plein étonnement vis-à-vis des allégations faites par le Parlement européen concernant les procédures judiciaires égyptiennes et leur jugement, alors que la séparation des pouvoirs et la non-ingérence dont le travail du pouvoir judiciaire forme la cœur de l'État de droit, ce qui est profondément ancré dans la conscience de l'État égyptien. D'autre part, la Commission des jeunes politiques et des partis a rejeté le communiqué du Parlement européen. Selon sa page officielle sur Facebook, la Commission des jeunes politiques et des partis a ainsi totalement refusé le communiqué publié par le Parlement européen, estimant qu'il comprenait des allégations contraires à la vérité sur les droits de l'homme en Égypte et servi même de prétexte pour interférer dans ces affaires et de s'interroger qui a donné au Parlement européen le droit d'évaluer les autres. Passons donc, chers téléspectateurs, à une autre question tout à fait importante, c'est bien sûr la cause palestinienne et ce partenariat entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie sur plusieurs niveaux. En fait, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé le caractère central de la cause palestinienne qui figure parmi les priorités de la politique égyptienne. L'Égypte envisage d'organiser une réunion au format de Munich qui réunit avec le Caire, l'Allemagne, la France et la Jordanie durant la prochaine période pour relancer les efforts de paix. C'est ce qu'a annoncé M. Shoukry lors d'une conférence de presse tenue hier avec ses homologues jordaniens et palestiniens, respectivement Ayman Safadi et Riyad Maliki, tenue au terme de leur réunion tripartite, a rappelé que le président Abdel Fattah al-Sisi avait reçu samedi antérieurement les trois ministres dans le cadre de son attachement à la cause palestinienne, de ses contacts avec le président palestinien Mahmoud Abbas, de la coordination avec le roi Abdallah II de Jordanie et pour affirmer le soutien à la coordination entre trois pays afin de parvenir à l'objectif de création d'un État palestinien indépendant selon M. Shoukry. Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de l'Institut international le Dr Moustapha Taimour Kamel. C'est un professeur de renommée internationale dans le droit international. Monsieur Moustapha Kamel, vous êtes actuellement en ligne. Nous essayons de contacter donc Monsieur Moustapha Kamel, qui est un professeur de droit international. Justement, encore une fois, je dois vous rappeler que la cause palestinienne figure parmi les priorités de la politique extérieure égyptienne. Et je dois même vous rappeler que le président ici s'est affirmé que l'Égypte poursuivrait toujours ses efforts en faveur de la cause palestinienne, car c'est l'une des constantes de la politique égyptienne, insistant sur le redoublement d'efforts pour rendre au peuple palestinien ses droits légitimes et rétablir son État indépendant selon les références de la légitimité internationale. Donc, en ligne toujours, c'est actuellement Dr Moustapha Taimour Kamel. Dr Taimour Moustapha Kamel, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc comment vous avez vu cette position prise par l'Égypte à l'égard de, bien sûr, la cause palestinienne? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, allez-y, oui. Oui, docteur, comment vous avez vu la position égyptienne vis-à-vis de la cause palestinienne et le fait d'arriver à organiser une conférence pour la cause palestinienne? Je pense que la rencontre qui a eu lieu hier, qui a été organisée à la demande de l'Égypte concernant, en présence du ministre des Affaires étrangères
de la Jordanie et aussi de la Palestine. C'était pour focaliser surtout tous les efforts qui doivent être menés par les trois pays pour lancer le processus de paix concernant la cause palestinienne. Oui. On voit bien que le chef de l'État, le président ici, a bien assisté sur voilà, le rôle de l'Égypte pour faire les efforts nécessaires vers la cause palestinienne, étant donné qu'il s'agit d'une constante de la politique égyptienne dans ce domaine. Le président, de l'autre côté aussi, connaît bien les efforts qui a été suivi pour voilà, restituer au peuple palestinien leurs droits légitimes d'un part, mais aussi voilà, c'est-à-dire avoir une indépendance avec la capitale qui est Jérusalem Est et aussi trouver voilà, une solution de cette cause, mais vu que les négociations qui ont eu lieu entre les Palestiniens et les Israéliens sont gelées depuis longtemps, je crois que l'appel du président ici concernant trouver un mécanisme qui puisse faire revenir à la table de négociation conformément à la décision des Nations Unies, d'une part, et la justice internationale, afin qu'on trouve voilà, une solution pour cette cause, et surtout que Israël a bien profité du mandat du président Trump afin de empêcher vraiment, au contraire, élargir sa politique d'organisation et en même temps geler toute négociation qu'il peut avoir avec les Palestiniens. Donc, je crois qu'il y a une sagesse de la part de trois pays vers un retour d'une, vraie négociation. Oui, docteur, donc merci. Oui, docteur, donc merci beaucoup pour de telles explications, de tels éclaircissements en ce qui concerne ce sommet tripartite et les messages à partir de ce sommet, bien sûr, ont été lancés. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Donc, très rapidement, chers téléspectateurs, nous devons passer à une autre question, à un autre sujet. C'est bien sûr le sujet ou la relation entre la santé des Égyptiens et l'économie de l'Égypte. Justement, l'État a réalisé l'équilibre en préservant la santé des citoyens en poursuivant des activités politiques. C'était justement l'une des déclarations faites par une de nos ministres durant la conférence d'Akhbar al-Youm sur l'économie égyptienne. En fait, on trouve que Mme Hala Saïd, la ministre du Plan de développement économique, a déclaré que les mesures prises par le gouvernement lors de la crise du coronavirus interviennent dans le cadre de l'attachement de l'État à réaliser un équilibre entre la préservation de la santé des citoyens et la poursuite des activités politiques et économiques plutôt. Le gouvernement a réussi à préserver cet équilibre, ce qui s'est reflété sur les indices économiques selon Mme Saïd, qui a ajouté que l'Égypte a enregistré une croissance de 3,6% du produit intérieur brut durant l'exercice financier 2019-2020, grâce aux mesures prises par le gouvernement et au recul du chômage. Mme Saïd a indiqué que l'État a élevé de 70% des investissements publics dans le secteur prometteur à accorder de l'intérêt au filet de protection sociale à la création d'emplois en lançant plusieurs initiatives à cet égard. Le gouvernement a pu dégager un excédent préliminaire de 105 milliards et demi de livres dans le budget de l'État malgré la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Bouaid, lors de son allocution prononcée au nom du Premier ministre Dr Moussa Madbouli pendant cette séance d'ouverture de la 7e conférence économique tenue par le journal Akhbar al-Youm. La pandémie de coronavirus a été une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique mondiale et aussi une crise sociale qui a touché la plupart des aspects de la vie dans tous les pays du monde et aurait des conséquences majeures, a-t-il indiqué, ajoutant que le gouvernement égyptien avait pu faire face à cette crise, à ses conséquences pour l'économie égyptienne et la vie sociale.
Donc, arrivons, chers téléspectateurs, au centre de notre sujet, notre question à discuter aujourd'hui. Il s'agit bien sûr des nouveaux vaccins, et le coronavirus, et ainsi de suite. Justement, je dois vous rappeler que l'Égypte, ou plutôt la ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, s'est envolée pour les Émirats Arabes Unis, accompagnée de responsables du ministère pour examiner les préparatifs de réception de nouveaux lots de vaccins contre le coronavirus, ainsi que pour remercier 7 États amis pour avoir présenté le premier lot de vaccins produits par la compagnie chinoise Sinopharm. C'est ce qu'on peut même lire à partir de la page officielle de porte-parole du ministère de la Santé. Justement, un tout petit reportage sur bien sûr, l'Égypte qui a reçu 50 000 doses de vaccins Sinopharm jeudi 10 décembre. Les premières, ou plutôt, c'était une journée historique d'après même les déclarations faites par Madame la ministre égyptienne de la Santé. Justement, un petit reportage. Après ça, on va bien sûr recevoir notre invité. Les autorités égyptiennes ont reçu jeudi 10 décembre les premières 50 000 doses de vaccins chinois Sinopharm contre la Covid-19. Un cadeau des Émirats Arabes Unis bienvenu alors que le pays fait face à une nouvelle augmentation de cas dans les dernières semaines. Avec plus de 120 000 cas et près de 7 000 morts liés à la Covid-19, l'Égypte reste à ce jour l'un des pays les plus frappés par la pandémie sur le continent africain. La campagne de vaccination mise en place par le gouvernement pour tenter d'enrayer une seconde vague devrait donner la priorité au personnel de santé, particulièrement à ceux s'occupant de malades de la Covid-19 ainsi qu'aux personnes atteintes de pathologies comme le cancer. L'Égypte connaît un jour historique en recevant les premières livraisons du vaccin contre le coronavirus, a dit jeudi soir la ministre de la Santé Hala Zeid lors d'une conférence de presse organisée après l'arrivée des premiers lots du vaccin. La ministre a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi tient à assurer le vaccin contre le coronavirus au peuple égyptien. Elle a ajouté que le président a placé la crise pandémique à la tête de l'agenda présidentiel. Selon Madame Zeid, la crise de coronavirus a prouvé la solidarité des peuples les uns avec les autres, notamment l'Égypte, la Chine et les Émirats. En signe de solidarité avec l'Égypte, les Émirats ont envoyé une cargaison de vaccins Covid-19 comme un cadeau et un appui à l'Égypte pour l'aider à lutter contre le coronavirus, a déclaré la chargée d'affaires de l'ambassade des Émirats au Caire. Il a ajouté que les relations égypto-émiraties constituent un exemple distingué des relations arabes stratégiques. De son côté, l'ambassadeur de Chine au Caire a affirmé que la coopération dans la lutte contre la Covid-19 entre l'Égypte et la Chine reflète la force de leurs liens ainsi que la durabilité de leurs relations. Il a indiqué que dans de telles circonstances, les pays doivent coopérer d'une manière solidaire et qui reflète la force de leurs relations, la coopération entre la Chine et l'Égypte en étant un bon exemple. Donc, beaucoup de questions à proposer. Comme vous avez vu il y a quelques minutes, l'Égypte a reçu 50 000 doses de vaccins Sinopharm jeudi 10 décembre, qui est considéré, comme Madame la ministre a dit, une journée historique pour l'Égypte. Justement, nous sommes rejoints au studio de l'ANTV International par Dr Nadia Nazir, qui est bien sûr une dans le domaine de la psychiatrie. Vous êtes la bienvenue sur l'ANTV International. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Et justement, avant de vous donner les paroles, nous avons en ligne de l'ANTV en même temps Monsieur Ahmed El-Lessi, qui est un écrivain, analyste politique et économique. Monsieur Ahmed El-Lessi, bonsoir. Bonsoir à vous. Donc, comment vous avez lu les grandes déclarations faites par les différents ministres égyptiens en ce qui concerne et comment l'État égyptien a pu préserver
la santé des Égyptiens, mais aussi les activités économiques dans ce temps amer, dans ce désastre amer du coronavirus? Je pense que l'Égypte c'est un des pays vraiment rares qui a compris les règles de jeu bien en avance dans cette crise de le coronavirus. Et on a su, et on a très bien raisonné qu'il n'y a pas une solution complète. Donc, on ne peut pas informer tout le monde dans les maisons en espérant que ça va partir dans quelques semaines ou quelques mois. De l'autre côté, on ne peut pas laisser tout le monde partir et travailler ou vivre comme d'habitude parce que tout le monde va tomber malade. Et c'était un peu un dilemme que je pense que l'Égypte a bien résolu et a très bien contrôlé, qu'on a fait un bon mix de enfermer les gens quand c'est pas nécessaire, donc les gens restent chez eux, bien confirmés à la maison, à partir de certaines heures, et de l'autre côté, tout le monde va partir travailler pour gagner sa vie. Et comment dire, cette façon de gérer les choses avec une égalité ou un équilibre très fin entre les deux extrémités, qui a réussi que l'Égypte est une des pays très rares qui a pu bien gérer cette crise. Oui, oui. Je voudrais vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne, bien sûr, comment l'État égyptien a pu gérer cette crise de coronavirus. Merci beaucoup. Toujours avec un grand plaisir, à vous. Merci. Donc, au revoir, monsieur. Donc, avec l'arrivée des fêtes de Noël, fêtes de la fin d'année, justement, l'apparition du vaccin représente une chose très importante, une chose très vitale pour tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne ces vaccins, ces différents vaccins qui sont proposés sur le marché, que ce soit national ou international? Comment ils travaillent, et ainsi de suite? D'abord, on doit dire quelque chose sur le nom du vaccin. Le vaccin s'appelle coronavirus. Et le virus s'appelle coronavirus. Pourquoi? Parce que sous le microscope électronique, on voit des projections bulbeuses comme spikes. C'est pour cela qu'on dit corona, le latin non, comme une couronne, comme une couronne. Il y a trois types de protéines d'enveloppe de virus. Quand le virus entre le corps humain, il provoque les cellules humaines pour faire plus de virus. C'est-à-dire que s'appelait l'étape de multiplication. Alors, c'est un virus entre nous allons avoir, c'est-à-dire même plus de nouveaux virus. L'étape après, l'étape de transmission. Alors, après multiplication entre l'humain, le corps humain, l'étape de transmission d'une personne à une autre personne. Oui. Le vaccin est pour provoquer l'immunité du corps humain contre le virus. Il y a beaucoup de types de vaccination ou du vaccin, comme le vaccin de Pfizer, le RNA Messenger ou Moderna, qui est un virus atténué ou affaibli pour entrer le corps humain et provoquer le système immunitaire de produire l'anticorps contre le virus. Ouais. Justement, donc il y a une sorte de différence dans les mécanismes dont dispose chaque vaccin. Oui. Oui, les gens posent une question très importante actuellement.
quels sont les vaccins les plus sûrs? Et d'après les informations qui circulent encore, justement, est-ce que c'est sûr d'utiliser de tels vaccins, notamment que, d'après encore une fois les informations qui circulent, il faut qu'il y ait presque 3 ou 6 mois pour et faire une sorte d'expérience avant de rendre de tels vaccins au public. Donc, chaque vaccin a des avantages et des désavantages. Ouais. Je veux dire sur le nom particulier parce que il y a des choses commerciales, mais le vaccin qui a un messenger RNA, c'est nouveau. C'est pour cela que les gens ont peur parce que c'est nouveau. Mais le vaccin de la Chine qui est affaibli ou atténué, c'est une méthode ordinaire, comme des autres vaccins pour l'influenza et le rhume généralement. Alors, nous sommes habitués à avoir ces vaccins, mais combien de force, combien ils rendent la période pour être immuné contre les virus, ça diffère entre les deux vaccins. ouais. Mais le virus peut avoir mutation. Qu'est-ce que c'est mutation? Changer son protéine. C'est ça une question très importante, mais nous pouvons un peu ajourner cette question justement après ce petit reportage qui va jeter plus de lumière, bien sûr, sur les grandes réalisations dans le domaine de la santé sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sissi. Dès sa prise des fonctions à la tête de l'Égypte en 2014, le président Abdel Fattah el-Sissi décidait résolument de faire face rapidement aux grands défis que relève le secteur médical dans le pays. Le président el-Sissi a donné ses directives pour orienter d'énormes investissements vers le domaine de la santé. Plus de 120 milliards de livres ont été affectés à ce secteur vital de 2014 à 2020 pour améliorer les services fournis aux citoyens, notamment les couches nécessiteuses. Les listes d'attente comptent parmi les plus importants défis en matière de santé. Le nombre de personnes sur les listes d'attente a atteint 18 000 citoyens avant le lancement de l'initiative du président, dont la plupart souffrent de maladies chroniques très graves. En 2016, l'Égypte a réussi à éliminer les listes d'attente des patients et à assurer le traitement de 8 000 patients par mois aux frais de l'État. Plusieurs initiatives présidentielles ont été aussi lancées pour soutenir la santé des femmes. Des services de planification familiale et de santé génésique ont été fournis dans le cadre du plan du ministère pour atteindre les objectifs du programme national de planification familiale et réduire les taux d'augmentation de la population. Des initiatives présidentielles ont été également lancées pour la détection précoce de l'obésité, de l'anémie et du nanisme, consacrées aux écoliers du cycle primaire, ainsi que le traitement de la déficience auditive chez les nouveau-nés et la poursuite de l'initiative Nour Hayat, ou la lumière de la vie, pour découvrir les causes de la déficience visuelle et travailler pour la traiter. Le président el-Sissi a donné aussi ses instructions pour développer le système d'assurance maladie globale afin de garantir la fourniture d'un service de haute qualité conformément aux normes internationales. Le président a lancé également une campagne pour l'éradication du virus C et ses effets négatifs sur la vie humaine, sa productivité et son droit à une vie décente. En 2015, le nombre de personnes atteintes d'hépatite virale B est estimé à environ 800 000 personnes, tandis que le nombre de personnes atteintes d'hépatite virale C est estimé à environ 3,6 millions de personnes. Plusieurs initiatives ont été lancées successivement pour le traitement des patients atteints du virus C à travers toute la République. L'Égypte a pu, au cours de 5 années, de transformer son statut de plus grand pays du monde dont la population souffre du virus C au premier dans sa lutte anti-hépatite.
et partant du rôle pionnier de l'Égypte dans le continent africain, le président Al-Sisi, président de l'Union africaine en 2019, a développé un ambitieux programme intitulé « Initiative présidentielle égyptienne pour le traitement d'1 million de patients de l'hépatite C dans les pays africains ». Cette initiative vise également à faciliter l'accès à des traitements moins onéreux pour l'hépatite virale B. Ce projet a pour objectif de traiter 1 million de patients atteints d'hépatite C dans 17 pays africains, dont le Tchad, qui a eu le privilège d'abriter la première campagne qui s'est déroulée du 9 octobre au 8 novembre 2019. Outre la formation du personnel, le gouvernement égyptien a fourni au Tchad des intrants pour le dépistage des hépatites B et C et le traitement de 1000 patients atteints d'hépatite C, ainsi que la mise en place des outils de gestion des données. Concernant la lutte contre la propagation du Covid-19, le président Al-Sisi a donné ses instructions pour la mobilisation de tous les organes de l'État afin de faire face à la crise pandémique à la lumière des normes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la Santé a affecté des hôpitaux pour traiter les Covidés au niveau de la République, dont 340 hôpitaux généraux et centraux affiliés au ministère de la Santé et 20 hôpitaux pour l'isolement, en plus de 24 hôpitaux universitaires au niveau de la République destinés au diagnostic et au traitement des cas de coronavirus. Donc, comme vous venez de regarder, l'État égyptien essaye d'accomplir des réalisations sur le terrain afin de renforcer de plus en plus tout élément qui vise ou qui a pour but même le renforcement de la santé des Égyptiens. Justement, avant la diffusion de ce reportage, Madame, notre docteur, notre invitée, Nadia Nazir, a parlé de la mutation du virus coronavirus. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, appelle ses membres en Europe aujourd'hui à renforcer leur contrôle du fait de la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni. D'autre part, plusieurs Européens ont décidé aujourd'hui de suspendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni après la découverte de cette nouvelle variante, entre deux guillemets, hors de contrôle. C'est une nouvelle sérieuse. Oui. Après vaccination, le corps humain peut produire des anticorps contre le virus. Mais si le virus va changer son protéine, c'est-à-dire une mutation, alors le système immunitaire du corps humain ne veut pas reconnaître la nouvelle protéine. Alors, le vaccin ne sera rien. Et on dit aussi que... Donc, les vaccins qui sont proposés aujourd'hui sur le marché... S'il vous plaît, je ne veux pas parler sur les... Non, ne vont pas fonctionner contre cette nouvelle souche ou cette variante du coronavirus. Tout ça est théorétique. Tout ça est théorétique. Théorétique. Le système immunitaire ne peut savoir la nouvelle protéine du virus qui a fait mutation. Ouais. Et aussi, il y a des vaccins qui peuvent améliorer les symptômes ou les manifestations cliniques seulement, mais pas transmission ou infection les autres. Ouais. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un vaccin qui est plus fort qu'un autre vaccin. Ouais. Selon l'OMS, même outre des signes préliminaires que la variante pourrait être plus contagieuse, la variante pourrait aussi affecter l'efficacité de certaines méthodes de diagnostic, là aussi selon des informations préliminaires. Donc, comment vous trouvez jusqu'à maintenant les symptômes de cette nouvelle variante? C'est une bonne question. Bien sûr, nous savons que tous, fièvre, distress respiratoire, difficultés respiratoires, fièvre bien sûr, mais fièvre peut apparaître après la tousse et tout ça.
Aussi, peut-être diarrhée. Mais la plus importante, ce sont les symptômes respiratoires qui peuvent être très graves, composant le syndrome respiratoire aigu sévère. Alors, hospitalisation et administration d'oxygène, c'est nécessaire, avec des stéroïdes, avec des anticoagulants, parce que c'est pour cela qu'on appelle cette maladie multiple organ syndrome, ou parce qu'il peut atteindre tous les organes, et bien sûr la mort après. Tous les organes peuvent être atteints, parce qu'il fait minor thrombi ou minor thrombi dans toutes les artères, peut-être. C'est pour cela on doit utiliser les anticoagulants tôt. Et les stéroïdes aussi, et bien sûr les autres vitamines comme le zinc et le minéral zinc et vitamine C et D et tout ça. Le protocole, il y a un protocole qui doit être, on doit être très strict de ce protocole. Oui. Donc ce sont les signes et les symptômes, mais en ce qui concerne la transmission interhumaine, le coronavirus est ce nouveau genre de coronavirus. C'est cette variante, comment on l'appelle, cette nouvelle variante. La transmission interhumaine. Et c'est plus... la nouvelle souche, ça va être plus contagieuse selon l'AMS. Après vaccination, les virus peut-être plus fort. Surtout sur les peuples qui ne vont pas prendre le vaccin. Oui. Maintenant, je vais parler sur les recommandations concernant cette maladie. On doit simplement laver les mains fréquemment avec du savon simplement ou alcool et gel, comme ça. Avoir toujours une distance physique entre chaque deux personnes. Distanciation sociale, comme on dit. Bien sûr, on doit avoir une distance physique. Surtout quand l'autre personne a des symptômes respiratoires. Bien sûr, couvrir la bouche, les yeux et le nez. Pas de contact avec même les animaux. Ou aussi bien cuire la viande. Aussi ne pas manger la viande pas cuite, pas bien cuite comme le saucisse, pastèrma et comme ça. Même les œufs. Même les légumes qui ne sont pas lavés avec d'eau pas contaminée. Alors, on doit insister en laver les mains fréquemment et protéger la bouche, les yeux, le nez et pas toucher les yeux ni le nez, la bouche, jamais avec les mains. Ouais. On va écouter plus de conseils, de recommandations de votre part, mais justement après ce petit reportage qui va jeter la lumière sur 10 millions de citoyens qui ont été examinés dans le cadre de l'initiative présidentielle de suivi et de traitement des maladies chroniques. Un reportage de notre collègue Dalia Karam. 10 848 de personnes avaient été examinées dans le cadre de l'initiative 100 millions de citoyens sains lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'examen médical et le traitement des maladies chroniques et la détection précoce de la néphropathie chronique. C'est la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, qui a fait cette annonce mercredi 14 octobre 2020. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, le traitement a été dispensé gratuitement à 1 385 199 citoyens, dont 388 170 cas d'hypertension artérielle et 419 000 cas de diabète. Le porte-parole a ajouté que l'initiative vise à examiner tous les citoyens âgés de plus de 40 ans à détecter et traiter les maladies chroniques selon les directives de la ministre de la Santé.
Les services fournis par l'initiative comprennent le dépistage des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Cette initiative permet également un dépistage précoce de la néphropathie par les patients souffrant de maladies chroniques ainsi que la mesure de l'indice de masse corporelle. L'initiative continue d'examiner les citoyens jusqu'au 31 décembre, a indiqué le porte-parole appelant les citoyens de plus de 40 ans à se rendre dans les lieux où les services de l'initiative sont fournis pour effectuer les examens médicaux nécessaires ainsi que les citoyens de moins de 40 ans et souffrant de maladies chroniques pour vérifier leur état de santé. L'initiative a été lancée le 21 juin 2019 pour surveiller l'état de santé des personnes atteintes de maladies chroniques inscrites dans la base de données de 100 millions de citoyens sains. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a exprimé sa grande appréciation au président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir parrainé l'initiative 100 millions de citoyens sains visant à éradiquer l'hépatite C et les maladies non transmissibles. Dans une conférence de presse à l'issue de son entretien au Caire en août 2019 avec le président Al-Sisi, M. Adhanom a dit avoir examiné avec le chef de l'État les moyens de tirer profit de l'expérience égyptienne pour dispenser des soins de santé dans le continent africain, affirmant par ailleurs avoir constaté l'engagement sans faille du gouvernement à poursuivre les initiatives visant à améliorer la santé du citoyen égyptien. Il a précisé que sa visite au Caire avait pour objectif d'annoncer les résultats de l'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé des initiatives de santé lancées par l'État égyptien, qualifiant la campagne 100 millions de citoyens sains de la plus grande sur le plan mondial, sachant qu'elle a permis d'examiner 60% de la population égyptienne, évoquant la fierté de l'Organisation mondiale de la santé d'accompagner cette campagne qui œuvre au dépistage du virus C, mais aussi des maladies non contagieuses comme le diabète, l'obésité et l'hypertension. Le responsable de l'OMS a également loué la campagne du gouvernement égyptien pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus et qui cible cette année 28 millions de femmes. Le directeur général de l'OMS a enfin affirmé que l'organisation soutenait l'initiative 100 millions de citoyens sains et toutes les autres initiatives qui en sont issues sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi en présentant le soutien technique nécessaire en coopération avec le ministère égyptien de la Santé et de la Population. Donc, encore une fois, est-ce que c'est recommandé de prendre la vaccination? Est-ce que c'est sûr? C'est en fait l'une des questions qui circulent partout, non seulement c'est en Égypte, mais dans tout le monde, dans le monde entier plutôt. Bien sûr. Surtout les équipes médicales et les personnes âgées. Bien sûr, parce qu'il y a maintenant la deuxième vague. Et les virus, les virulences du virus s'augmentent. Alors on doit être vacciné. On doit être vacciné bien sûr. pour faire face à cette virulence dont dispose ce virus. Les virulences, c'est-à-dire le pouvoir d'être pathogène et le pouvoir de pénétrer le corps humain, multiplication dedans et après transmission aux autres personnes. C'est la virulence de ce virus est fort. Alors, on doit être vacciné, bien sûr. Ouais. Surtout les équipes médicales et les personnes âgées. Ouais. Vous avez d'autres recommandations à faire pendant cette deuxième vague auxquelles nous faisons face? Oui, bien sûr. Les mesures sanitaires. Vraiment, il y a beaucoup de peuples qui ne font pas ces mesures. Ne portent pas les masques, ne pas garder les distances physiques entre les personnes. Alors, on doit bien sûr toutes les recommandations
on doit faire toutes les recommandations comme On essaie, au lavage. niveau de l'État, on essaie de sensibiliser les gens de plus en plus. Faites attention, portez les masques, faire une sorte de distanciation sociale. Malgré tout ça, et- malgré tout ça, il y a des peuples qui ne font pas ça. Ouais. Et dans les rues, dans les... Il ne prend pas cette virulence du virus au sérieux. Il ne trouve pas que c'est sérieux, en fait. J'espère que tout le monde garde les mesures contre ce virus qui a beaucoup de virulence forte et fait les syndromes respiratoires graves, aigus, qu'on voit toujours. Vous recommandez quoi aux gens pendant les fêtes de Noël, les fêtes de la fin d'année? Faire félicitations par téléphone, par utiliser le média. Donc, vous recommandez aux gens de n'arriver pas à un contact tout à fait direct. C'est Bien. plus. Ouais. Utiliser le net et félicitations sur le Facebook et le WhatsApp et le mobile, comme ça. C'est plus efficace. Et c'est pour juguler cette contamination, cette propagation de coronavirus. Ah, bien sûr, bien Ouais. sûr. Donc, Ah. c'est, si je peux dire, l'un des avantages de la nouvelle technologie. Technologie. Ouais. Maintenant, c'est très important, bien sûr, et profitable. Ouais. On doit dire tout ça sur le média. Docteur Nadia Nazir, merci beaucoup pour de telles explications, de telles recommandations. Merci. Et c'est la même chose. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Bon, suivre le programme sur International.